Deuxième partie de Politiciens, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'Union africaine qui, ce 10 février, a clos les travaux de sa 33e session ordinaire. Était au programme, était au centre des discussions la question sécuritaire sur le continent. Et j'ai toujours à ma compagnie mes trois analystes pour débattre de cette question. Monsieur Halata, vous étiez donc en train de nous parler de la solidarité africaine. Absolument. En parlant de cette solidarité, aujourd'hui, on ne peut rien reprocher au Tchad. Le Tchad a intervenu au Mali après le bombardement, comme vous l'avez dit, de l'aviation française. Mais l'engagement terrestre, c'est effectivement les soldats tchadiens qui étaient rentrés dans Kidal. S'est engagé au Niger avant qu'il y ait un quelconque fonds qui puisse être débloqué par qui que ce soit. D'accord? Et ensuite, là, même sur le problème, sur les trois frontières, Burkina, Mali, Niger, le Tchad est en train de s'organiser pour encore être... De ce point de vue, on peut dire qu'il y a une espèce de solidarité. Mais simplement, il faudrait remarquer ce qui est vrai. De tous les États, des 54 pays africains, sur l'aspect solidarité au niveau financier, il n'y a que le Rwanda qui a versé $1 million. Où sont les autres? Donc moi je pense que, je reviens encore à ma question première, au début de l'émission quand on avait commencé, je me dis, est-ce qu'on pose les vrais problèmes? Il faudrait régler les problèmes de façon, les causes profondes qui génèrent les conflits, qui créent des frustrations. Et à partir de là, vous allez voir que... Est-ce qu'on peut constater quand même, et monsieur Halata, est-ce qu'on peut constater quand même que nous vivons une époque où il n'existe quasiment plus de conflits interétatiques? Absolument. Le dernier a été réglé en 2018 entre l'Érythrée et l'Éthiopie grâce notamment à l'engagement du Premier ministre Ahmed Abeyi, ce qui lui a valu d'ailleurs le prix Nobel. Le prix Nobel de la paix. Mais si on va encore plus, on fait une incursion historique, l'île de Bakassi qui était au centre du conflit entre le Cameroun et le Nigeria, la question est réglée. La bande d'Aouzou entre vous et la Libye. Il faudrait poser les problèmes dans leur contexte. Moi, je pense qu'on a évolué depuis le temps de la guerre froide jusqu'à maintenant, où les conflits aujourd'hui entre États sont pratiquement minimes ou n'existent plus. Absolument. Mais les problèmes aujourd'hui... Je suis pas d'accord. Permettez-moi de souligner sur ce point-là. Il existe le plus vieux conflit du continent africain jamais encore réglé à ce jour entre le Sahara occidental et le Maroc. Oui, bon, bref. Ce n'est pas anodin. Non, pas du tout. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Mais là où je voudrais revenir, c'est que les conflits actuels découlent des problèmes de frustration, de bonne gouvernance. Et c'est de cette mauvaise gouvernance que, aujourd'hui, vous voyez, on a des cas d'actualité. La jeunesse africaine dont on parle aujourd'hui de croissance dans l'avenir est en train de... L'Afrique est en train de se vider. Tous les jeunes se déversent en Europe, vont ailleurs. Pourquoi? L'écho, c'est la mauvaise gouvernance. Mais je propose quand même on essaye d'aller plus en profondeur de cette problématique-là très rapidement. Vous êtes, je vous sais, de bons analystes. L'Afrique, ou du moins aucun pays africain n'a de base militaire en Europe ou en Amérique. Tout à fait. Mais le continent est cerné, pas de base militaire de part... Richard, moi je suis contre le fait... Est-ce que cet état de fait n'impacte pas les rapports de force que le continent entretient avec le reste du monde? Très rapidement. Merci de cette question géostratégique. Elle n'est pas mince parce qu'elle vient nourrir parfois les velléités de certains, et notamment de certains groupes. C'est plusieurs éléments qui se conjuguent, et ce n'est pas seulement le terreau, entre guillemets, de l'appauvrissement, qui est le terreau du terrorisme ou des guerres. Ça en fait partie, mais ce n'est pas seulement le cas. Il y a aussi l'idéologie. Pour moi, c'est la grande partie. Alors, c'est votre point de vue. On voit bien que souvent, des personnes qui sont très argentées, mais sur le plan intellectuel, si on quitte le volet sécuritaire, vont vouloir s'aventurer ailleurs sur le plan migratoire. Mais pour revenir sur le plan sécuritaire, notamment, ce n'est pas seulement des velléités liées à la misère ou à des difficultés de précarité. Sinon, ça serait jeter l'anathème sur ceux... Donc, si tu es pauvre, tu es malheureusement malléable et on peut t'enrôler. C'est pas ce que vous avez dit, mais c'est pas le seul élément. Et l'argent n'est pas le seul nerf de la guerre ou le seul nœud des guerres. Il y a aussi des stratégies politique et géostratégie. Il y a beaucoup de bases militaires étrangères à l'intérieur
à l'intérieur du continent africain, certaines d'ailleurs... Qui modèlent les rapports de force. Qui modèlent les rapports de force et autres, et qui parfois conduisent certains présidents à se servir de ces bases, mais aussi de leur propre armée, comme un rempart sécuritaire contre leur opposition. Donc il y a vraiment... Donc, notre bilan, il ne veut pas être à charge, mais les potentialités africaines, elles sont extraordinaires, elles sont comme celle de l'Union africaine, sauf que cette contradiction est insupportable pour tous les concitoyens. Et plus d'1,3 milliard d'Africains sont insupportables pour beaucoup, parce que comment être pauvre dans un pays extrêmement riche. C'est ce que le président sud-africain soulignait à l'occasion de ce. Il n'est pas acceptable que nous soyons si pauvres dans autant de richesses. Et pour revenir sinon, on sera un continent pas aussi convoité s'il n'y avait rien sur le continent africain. Ce que disait Jean-Claude Félix Sikaya, ça fait un parallèle avec ce que disait le président Paul Kagame il y a quelque temps dans l'une de ses interviews. Il dit, si je vous disais que les Africains sont les seuls responsables de leurs maux, je n'aurais raison qu'à moitié. Ça veut dire quoi? Les facteurs exogènes sont aussi prépondérants, mais comment s'en affranchir? On peut s'en affranchir. On peut s'en affranchir. Permettez-moi de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Quand on est pauvre, ce que l'Afrique n'est pas appauvri. On est pauvre ou appauvri, ou en tout cas, quand on est dénué des moyens, disons des choses un peu de manière convenable. Quand on est dénué des moyens. L'Afrique n'est pas dénuée de moyens. Des moyens matériels. Des moyens matériels. Elle a tous les moyens. Bon, on peut avoir 200 diamants dans un coffre-fort, mais quand son enfant a faim et qu'on n'a pas de pain à lui donner, on ira faire la manche ou aller commander au boulanger du coin. Donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'a pas assez de moyens, la logique la plus simple pour pouvoir survivre, c'est de pouvoir procéder par, comment je peux dire, commutation ou communauté des moyens. C'est-à-dire, j'ai de l'huile, tu as de la farine, il a du charbon, il a de l'allumette, nous mettons tous ensemble et nous allons faire des gâteaux pour que les enfants mangent. Mais ça répond en partie, ça ne répond qu'en partie à la question. C'est comment résister aux facteurs exogènes qui sèment la division? Pour arriver maintenant à résister aux facteurs exogènes, c'est arriver à comprendre que je ne serai pas heureux ou en paix si, chez Richard Togbé, sa maison brûle ou il y a une menace qu'on puisse détruire sa maison. Parce que demain, si votre case est en train de brûler, moi je vais avoir des problèmes puisque mes enfants vont vouloir assez que vos enfants viennent jouer avec eux, dormir chez moi, et je serai incapable de pouvoir les nourrir tous ensemble parce que je n'ai pas assez de moyens. Sur le plan sécuritaire, les ricochets, on voit bien l'expansion de la crise du Sahel qui menace maintenant le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Il y a 3 jours, je prends des exemples simples pour voir que les États ne sont en réalité que des agrégats de ce que nous vivons au jour le jour. Un État n'est constitué que d'un agrégat des cases, des appartements, des maisons qui forment une communauté. La réflexion la plus simple qui puisse paraître chez le plus humble des citoyens peut avoir une utilité de manière incroyable à un niveau beaucoup plus élevé. Si on peut revenir maintenant à la question des bases que vous avez posées, c'est une question importante. Ça relève aussi des intérêts économiques. Au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce que nous avons connu comme vague d'esclavage, tout le reste, mais parce que nous n'avons pas d'intérêt économique chez les autres, qu'est-ce que nous avons comme intérêt économique en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord? Nous leur fournissons tout. Et après, qu'est-ce que nous avons chez eux? Qu'est-ce que nous avons chez eux pour aller sécuriser? Nous attendons qu'ils nous donnent ce qu'ils prennent. Voilà pourquoi nous sommes incapables d'aller nous imposer chez eux. Le mot incapable est un peu trop fort. Juste 10 secondes. L'Afrique, aussi riche qu'elle l'est, et notamment parce que stratégiquement, ça ne se développe pas assez. Je ne parle pas du développement comme il est malheureusement trop cité. Dans le monde, on ne pèse que 4% du PIB mondial. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Donc on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Oui. Donc c'est pour cela que les potentialités sont extraordinaires. Mais ils sont tous unanimes, mais le futur est en Afrique, de l'humanité. Ils sont tous unanimes sur cette question, à la fois en termes de démographie comme en termes de ressources. Ben la question qui vient tout de suite après, l'avenir pour les Africains, justement, de cette assertion. Non, moi, je m'aimerais dire, c'est bien d'Africains, ça. C'est toujours la faute aux autres. Non. Tous ces chefs d'État, pardon, tous ces chefs d'État aujourd'hui réunis à Addis, est-ce qu'ils se sont posés les problèmes que nous, on se pose ici, les bases? Est-ce qu'ils se sont dit, faisons un sommet
pour régler ce problème-là. Ils sont chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se l'ont posé? Jamais de la vie. Je pense que ça relève de la souveraineté de chaque Absolument. État. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont peur. Alors, faisons Ils quand ont même peur. la part des choses. Pardon. Faisons quand même Pardon. la part des choses. Pour certaines bases militaires, notamment celles qui Richard. sont à Djibouti et ailleurs, c'est plus pour sécuriser le trafic maritime. Ce n'est pas pour perpétuer une forme d'impérialisme. Vous savez, mais c'est il pour aider ne les faudrait armées pas qu'on se nationales à fasse faire les avocats. à faire face, effectivement. Non. à la criminalité maritime. Pourquoi l'Éthiopie, le Kenya, ou je ne sais pas, ne peuvent pas, eux, former une élite militaire qui puisse contrôler ça? Pourquoi c'est la Grande-Bretagne, la France, ou je ne sais qui? Mais parce qui qu'ils viennent vient le sécuriser faire? leurs intérêts à eux. Voilà, ils viennent eux exactement pour sécuriser leurs intérêts à eux. Moi, je pense que le vrai problème va se poser à partir du moment où des élites post-indépendance, certains l'ont dit, ils ont disparu, d'accord? Et ça reste maintenant comme une espèce de, comment dire, schéma mental. Absolument. Qui fait que, attention, si je m'attaque à ça, ma place, etc. Non, c'est pas ça. Il faudrait qu'ils se posent les vrais problèmes. Les bases françaises en Afrique, en Côte d'Ivoire, Au Gabon. au Gabon, à Djibouti, au Sénégal, etc. Au Tchad. oui, j'ai dit au Tchad, et à Djibouti, Oui. ils font quoi? Ils sont là pour quoi? Ça a empêché le terrorisme? Moi, je pense que la Est-ce question... que la ça, question- même de façon dissuasive? Non. La question Donc- devrait se poser peut-être Mais comme ça, le ça, Japon. on n'en sait rien. Ben, On ne sait pas je quelle vous dis serait la simplement, situation sécuritaire aujourd'hui, si elle n'était pas là. Excusez-moi, vous, lui et moi, on devrait se poser les vrais problèmes. D'abord, il faudrait qu'une élite africaine se penche sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut réfléchir sur ce sujet en faisant un petit peu en renversant le rapport des forces comme ça s'est fait aujourd'hui dans le Pacifique, où les États-Unis, les bases américaines, la base américaine essentiellement au Japon et en Corée, est aujourd'hui pour beaucoup plus par désir des Américains que par désir de ces pays. Par désir des Américains, pourquoi? Parce que les Américains, à part Pearl Harbor, n'ont que ce pays-là comme porte d'entrée pour pouvoir défendre leurs intérêts au niveau du Pacifique. Et nous pouvons arriver à bien négocier et dépasser le cadre, le niveau de faire des bases comme des remparts, des pouvoirs, comme le fait le Tchad. Je le dis clairement, parce que Idriss Déby se sert de la présence de la base Absolument. française pour se sécuriser, pour attaquer des rebelles qu'on appelle soi-disant terroristes, mais en réalité ne sont pas terroristes. Absolument. Puisqu'on va expliquer Absolument. pourquoi ces genres de choses arrivent dans certains entièrement dans d'accord le avec pays. Ça, c'est après, mais ça arrive après coup, ça. Sinon, alors, ne mélangeons pas tout aussi. Hein. Il y a certaines bases militaires qui sont en Afrique sur demande des États, des propres États. On rappelle, par exemple, je rappelle que le 43e BIMA, qui est basé à Abidjan, à Poboué à Abidjan, a été une demande du président Félix Houphouët-Boigny en 1960. Aujourd'hui, c'est anachronique. Ah, on ne sait pas, mais C'est une logique anachronique. On peut le constater. En 1960, On peut le constater. Attendez, en 1960, on est là maintenant, c'est quand? 2020. Oui. Est-ce que c'est d'actualité? Ah ben, écoutez, c'est aux Ivoiriens. Voilà. C'est pourquoi je dis... Et puis, oui. Je parle sous le contrôle de M. Titaer, qui est spécialiste en sécurité. Est-ce que c'est d'actualité? Vous savez ce que nous, on dit maintenant. Allez-y dans les réseaux sociaux. Il y a une émergence de jeunesse aujourd'hui qui critique ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est un problème qui va revenir de la façon la plus... Mais c'est ça la difficulté que nous avons avec la problématique, c'est que cette conférence des chefs d'État se tient à un moment où effectivement certains Africains demandent le départ des forces étrangères, notamment du Mali, enfin en tout cas du Sahel. La question c'est, pouvons-nous prendre en main, là aujourd'hui, est-ce qu'on est en situation de prendre en main la sécurité du continent si les forces étrangères... Non, donnez-moi 2 secondes. Allez-y. Je ramène toujours, et je suis convaincu, tout cela a un problème de gouvernance. Vous réglez ce problème-là, croyez-moi, vous aurez réglé les 60 à 70% des problèmes. Mais ça veut dire quoi? Parce que... qu'est-ce que vous mettez je vous dis dans simplement, dans les mauvaises gouvernances, il y a quoi? Ça crée des frustrations, ça crée l'immigration, ça crée une pauvreté, une précarité. Ça crée tous les problèmes possibles qui ne puissent pas vous laisser avancer. On peut parler de développement, on peut parler de faire taire les armes comme notre sujet actuel, on peut tout vouloir. Tant que ce problème n'est pas réglé, croyez-moi que tout se rapporte à ça.
Permettez-moi, Richard Togbé, de juste Allez, théoriser. Je vais vous laisser que la question vous a été posée. Je vais présenter brièvement une théorie que j'avais élaborée à partir de ce que vient d'être dit par mon co-débatteur. Le problème de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est un problème qui est à la base, à l'origine d'un mal qui est cyclique. Cette mauvaise gouvernance s'exprime par la corruption, détournement et par l'abus des biens sociaux. Maintenant, ceux qui commettent cette mauvaise gouvernance ont besoin de se garantir une certaine impunité face à leurs méfaits, puisqu'ils sont conscients qu'ils sont en train de mal gérer. Et ils doivent rendre des comptes. Ainsi, ces personnes ont besoin justement de confisquer le pouvoir et de prendre en otage l'État. Comment cela se manifeste ? Eh bien, par la modification de la Constitution de manière intempestive, par la fraude électorale, mais aussi par un pouvoir autocratique, voire autoritaire dictatorial. Et ainsi, la conséquence logique de cette situation, c'est la frustration, comme vous le dites. Je vais juste terminer. On n'est pas tous. Il y a des États qui sont très bien gouvernés sur le continent. Je termine simplement. Permettez-moi de terminer ma théorie juste par la conséquence logique de tout cela. C'est que s'il y a frustration et colère d'une partie du peuple, comme vous l'avez dit exactement, ça se manifeste par des mouvements d'insurrection, par des contestations violentes, mais aussi par ceux qui sont pas seulement pauvres, mais aussi ceux qui sont faibles intellectuellement, qui vont se verser par l'idéologie terroriste et pouvoir se retourner contre l'État. Je n'ai pas rajoute des rebelles, ils sont obligés de prendre les armes. Alors, très bien. Légitimement. Monsieur Tika, très rapidement. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je ne suis pas censé en avoir. Mais est-ce que dans cette théorie que M. Mboyo vient de nous développer, il n'y a pas une espèce de transposition de paradigme extérieur, étranger, sans tenir quand même compte des réalités internes? Est-ce qu'il nous faut copier ce qu'ils appellent bonne gouvernance? Enfin, l'Occident a fixé les règles de bonne gouvernance qu'il impose à tout le monde entier. Mais c'est aussi ça la question. C'est aussi ça la question. C'est une réalité qui ne s'impose pas qu'à l'Occident. On peut définir une réalité universelle. Le débat de cette manière-là, sans tenir compte de certaines spécificités locales. Très bonne question. L'Union africaine, anciennement l'organisation l'OUA. Les prismes et paradigmes, le projet, c'est bien le panafricanisme. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de chancelleries et certains présidents sont à l'opposé de cet idéal et de ce projet. Vous allez continuer tout à l'heure, mais en attendant, je propose qu'on va continuer. On revient tout à l'heure. Merci, à tout de suite.